Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci. Alors, je voulais d'abord peut-être remercier Monsieur l'administrateur ainsi qu'Alain Prochant pour leur très sympathique invitation à participer à ces 2 journées du Collège de France et d'offrir du coup la possibilité d'introduire un concept qui est peut-être encore un peu neuf pour certains d'entre vous, l'épigénétique, qui est un concept ou en tout cas un terme très controversé, qui a beaucoup de définitions et qui peut-être a un sens lorsqu'on veut considérer dans un schéma évolutif. Alors, pour commencer, quelques définitions. L'épigénétique, c'est un terme récent, mais qui évolue très très rapidement. Là, il y a une sélection ou une dérive génétique, je ne sais pas, il se passe beaucoup de choses. Et ce que l'on peut en tout cas identifier, c'est Waddington qui, dès les années 40, réalise bien sûr toute l'importance du rôle des gènes dans la réalisation du phénotype, c'est-à-dire dans le développement des individus, et qui fait un syncrétisme entre un mot bien admis, bien sûr, dès la fin dès le XIXe siècle et a fortiori au XXe siècle, l'épigénèse, qui est le processus du développement, et la génétique, le rôle des gènes dans l'élaboration du phénotype développemental. Il définit aussi un autre terme qui est l'épigénotype, qui est l'ensemble des processus qui connectent le génotype au phénotype. Et bien, il définit les gènes comme des régulateurs, comme à la fois des régulateurs et des guides de ces processus qui ont lieu au cours du développement, liant le génotype au phénotype. Alors cette définition n'a pas tellement été utilisée finalement, sauf par Waddington d'ailleurs, mais avec une évolution même par Waddington lui-même. On a une monographie de Waddington qui s'appelle The Epigenetics of Birds, qui en fait est l'évolution des oiseaux. Et le terme est quand même repris progressivement à la lumière des données qui s'accumulent sur les modes d'action des gènes et leur régulation. Et c'est Robin Holliday qui, en 1987, dans un article paru dans Science, vient raffiner cette définition de Waddington et cette fois-ci s'intéresse effectivement au rôle fonctionnel des gènes dans l'élaboration du phénotype, c'est-à-dire que des gènes, bien sûr, dans un organisme multicellulaire, ne sont pas tous actifs au même moment. Soit ils sont actifs dans certains types d'organes, soit dans certains types de tissus, soit à certains moments précis du développement et pas à d'autres. Et donc, lui définit l'épigénétique comme l'étude de ces changements d'activité des gènes. Ces changements peuvent être très transitoires ou alors perdurer sur un certain nombre de divisions somatiques au cours du développement. Et puis, à la suite de travaux concernant en particulier le cancer, Robin Holliday raffine cette définition et maintenant la limite à l'étude des changements d'activité des gènes qui peuvent effectivement être transmis au travers des divisions cellulaires. Alors bien sûr, toujours dans le cadre du développement initialement. Et donc c'est cette transmission, cette mémoire d'un état d'activité d'un gène qui est transmis ensuite aux cellules filles qui intéresse Robin Holliday. Et cette mémoire, cette transmission, cette hérédité somatique, ce qui bien sûr l'intéresse, c'est qu'elle n'est pas dictée par des changements de la séquence des nucléotides, c'est-à-dire qu'on a une hérédité de l'information génétique sans avoir besoin de l'instruire de manière spécifique par des changements de la séquence des nucléotides. Alors, en quoi c'est important ? Eh bien, c'est important parce qu'effectivement, on réalise tous que, en tout cas chez les eucaryotes, notre ADN n'est pas nu dans la cellule, qu'il est organisé dans ce qu'on appelle la chromatine, et que cette chromatine est au cœur même du processus de régulation de l'expression génique, et va faire que d'une cellule souche, on va dériver des fibroblastes, des neurones, que sais-je encore. C'est quoi la chromatine ? C'est une structure donc très très sophistiquée, on peut le dire, ou simple, ça dépend comment on veut la voir, qui a progressivement été d'ailleurs décrite au cours des 20 dernières années. Pendant très longtemps, on a compris la chromatine comme étant simplement une structure d'empaquetage de l'ADN dans le noyau. Il faut savoir que notre ADN dans chacune de nos cellules fait plus d'1 mètre de long et qu'il faut le mettre dans un noyau qui fait 10 micromètres. Alors,
Une solution, c'est d'enrouler autour de petites billes et de surcompacter cet enroulement jusqu'à pouvoir mettre tout ce monde-là dans effectivement 10 micromètres du rayon d'un noyau. Eh bien non, la chromatine est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas uniquement une structure d'empaquetage, c'est une structure d'empaquetage qui porte un ensemble de protéines qui peuvent être modifiées par tout un ensemble de modifications chimiques. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, bien sûr. Et cet ensemble de modifications va ensuite dicter, en grande partie, l'activité ou non d'un gène. C'est-à-dire que dans certaines cellules, la chromatine va acquérir une certaine couleur à un certain endroit du génome, ou dans d'autres cellules une autre couleur, et ces différences de couleurs vont se traduire par des différences d'activité. Et l'ADN lui-même, d'ailleurs, qui est enroulé autour de ce cœur de protéines, peut lui-même subir des modifications post-réplicatives qui viennent donc rajouter une information en plus de celle qui est contenue dans les simples jeux des 4 nucléotides. Et du coup, on voit bien que maintenant, d'un génome que l'on a de manière quasi constante dans notre organisme multicellulaire, ce qui n'est plus tout à fait vrai d'ailleurs grâce au séquençage très très fin que l'on peut faire maintenant, on s'aperçoit que nous sommes des mosaïques génétiques, qu'on le veuille ou non. À partir d'un seul génome, on voit que l'on peut différencier effectivement de multiples épigénomes, chacun responsable d'un programme d'activité des gènes dans tel ou tel type cellulaire. Une manière très naïve d'illustrer ça est représentée ici. Ce qui m'intéresse, c'est de contraster différents types de dynamiques chromatiniennes, des dynamiques extrêmement rapides et les opposer à des dynamiques beaucoup plus lentes, voire pas de dynamique du tout. Donc on revient sur cette organisation de l'ADN enroulée autour de ce cœur de protéines dans le noyau. Et ici, de manière très schématique, je vous présente 2 épigénotypes. La définition n'est plus tout à fait celle de Waddington ici. Donc on a une chromatine qui a une couleur verte, et puis ici, du fait de signaux exogènes ou endogènes, on passe à une couleur rouge. L'ADN n'a pas changé. Hein, c'est uniquement cette organisation chromatinienne qui a été altérée par ce signal. Et là, il y a plusieurs devenirs. Ici, vous voyez un changement chromatinien qui est extrêmement instable, puisque dès qu'on retire le signal inducteur, eh bien, on revient à l'état initial. Ici, vous avez une cellule qui, au contraire, va garder la mémoire de ce changement d'état chromatinien. Et, par exemple, on peut imaginer des neurones qui, pendant 30, 40, 50 ans de notre vie, ne se divisent pas et néanmoins peuvent maintenir éventuellement des informations qui ont été reçues tôt au cours de la vie. Et puis, vous avez une troisième situation où cette cellule a une mémoire, mais elle est incapable de la transmettre à sa descendance. Descendance somatique, hein, dans le cas du développement, par exemple. Et donc, ici, on va perdre l'information qui avait été acquise au travers de ce signal. Et à l'opposé, vous avez donc ce même signal, un signal analogue qui, sur d'autres régions du génome, va altérer la chromatine de telle manière que maintenant, indépendamment de la présence de ce signal, les cellules filles vont transmettre cet état chromatinien, acquérir cet état chromatinien. Et là, on est dans le royaume de l'épigénétique tel que défini par Robin Holliday, où effectivement, on acquiert une information, essentiellement une décision d'activer ou d'inactiver des gènes, et ensuite, on peut perpétuer cette décision indépendamment du signal qui a servi à instruire la décision elle-même. Et là, nous sommes donc dans cette fameuse transmissibilité ou héritabilité des états chromatiniens indépendamment de tout changement de la séquence du nucléotide. Vous avez ici exactement le même génome que ici. Et pourtant, vous avez cette sorte d'hérédité. Alors, où est-ce qu'on va trouver cette hérédité? Avant peut-être d'arriver là, je voudrais aussi appuyer sur un point qui est que, bien sûr, maintenant, depuis la découverte de la double hélice, la structure en double hélice de l'ADN, on sait parfaitement comment l'ADN se réplique et on comprend très bien comment on peut passer l'information génétique au travers de la réplication de l'ADN, donc du passage d'une cellule à 2 cellules filles, par le simple jeu des complémentarités des bases A contre T et G contre C. Quand on arrive à la chromatine, c'est beaucoup plus compliqué, et là on est dans un questionnement qui est complètement d'actualité, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de comment se fait la réplication de la chromatine avec ces protéines qu'il faut reconstituer, bien sûr, après la réplication du filament d'ADN. Et le modèle le plus accepté actuellement, c'est une distribution de ces cœurs de protéines de manière aléatoire sur les 2 brins-filles de l'ADN. Et puis, bien sûr, on arrive à une densité qui devient 1,5 en termes de nucléosomes, c'est le nom de ces fameuses billes. Derrière, une activité de réincorporation de nucléosomes dans cette structure. Et là, on ne sait pas du coup comment on peut transmettre à ces billes naïves l'information éventuellement épigénétique portée par
les billes parentales qui ont été distribuées aux deux cellules filles. Et donc là, c'est un questionnement tout à fait d'actualité en génétique moléculaire. Alors, je vous ai aussi dit que l'ADN dans nos cellules était enroulé autour donc, de ce cœur protéique, mais qu'il pouvait lui-même être sujet à tout un ensemble, pas tout un ensemble, pardon, à une modification particulière qu'on appelle la méthylation. Et on pensait pendant très longtemps avoir ici un mécanisme simple d'information épigénétique, de transmission justement d'états chromatidiens distincts par cette méthylation. Et je vais vous illustrer ici que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait initialement. Initialement, ce que l'on a, comme chez les plantes comme chez les mammifères, c'est une méthylation qui concerne les cytosines de la séquence de l'ADN. Et ce que l'on voit, c'est qu'après la réplication, on crée par définition, je suis allé trop vite, excusez-moi, on crée ce qu'on appelle des sites hémiméthylés. C'est-à-dire que le brin parental porte encore bien sûr la méthylation de l'ADN, mais le brin fille ne le porte pas en face. Mais du fait même que cette structure CG se lie CG sur le brin complémentaire, eh bien, on est capable, par une activité enzymatique tout à fait spécifique, de reconnaître cette structure qu'on appelle hémiméthylée et de réapposer la méthylation sur ces cytosines. Et ça, c'est un processus qui, du coup, peut se perpétuer indépendamment du signal qui a initialement apposé cette méthylation sur l'ADN. C'est très bien, mais maintenant, ce que l'on sait chez les plantes, c'est qu'on peut aussi méthyler dans d'autres contextes, toujours symétriques. Alors, on peut, du coup, étendre le modèle ACG à quelque chose qui est CXG, par exemple, et on va faire le même travail d'hémiméthylation. Mais il y a un troisième type de méthylation qui est beaucoup plus compliqué, parce que lui, il ne peut pas s'appuyer. Vous voyez bien qu'ici, on a des cytosines méthylées, mais il n'y en a pas en face, puisque c'est une séquence qu'on appelle asymétrique. Et à l'inverse, ici, vous avez le brin néosynthétisé, qui n'est pas méthylé, et il n'y a aucune instruction en face pour dire qu'il doit se méthyler. Et là, il y a toute une batterie d'activités qui font intervenir des ARN. Donc, le dogme central de la biologie moléculaire, où on fait passer l'information de l'ADN à l'ARN aux protéines, eh bien, il faut aussi l'améliorer, c'est-à-dire imaginer que des ARN sont capables de remonter jusqu'à l'ADN pour leur dire de porter une information supplémentaire sous la forme de méthylation. Donc ça, c'était pour illustrer la complexité d'un processus qui apparaissait très simple de transmission épigénétique. Et à partir de là, je voudrais vous donner quelques exemples du rôle de ces processus épigénétiques dans le développement des espèces. Par exemple, chez les mammifères, vous savez tous que les femelles mammifères ont 2 X et que les mâles ont un seul X, ce qui pose un terrible problème de dose. Vous savez aussi que la trisomie 21 chez l'homme est la seule pratiquement trisomie viable. Ça concerne un chromosome très très petit, le chromosome 21. Eh bien, une trisomie, c'est quoi? C'est 3 copies d'un gène plutôt que 2 simplement. Et le chromosome 21, c'est que simplement 250 gènes sur 28 000 gènes dans notre génome. Eh bien, d'avoir 3 copies de 250 gènes en excès d'une dose, donc on a 1,5 d'excès par rapport à un diploïde, eh bien, ça suffit à créer toutes les altérations que l'on connaît associées à la trisomie 21. Et c'est la seule trisomie qui soit viable pratiquement chez l'homme. Donc, les doses sont importantes. Et quand on a 2X chez la femelle et un seul X chez le mâle, il faut faire quelque chose pour compenser ça. Et chez les mammifères, la stratégie, c'est d'éteindre très tôt au cours du développement des femelles mammifères l'un des 2X de manière aléatoire dans chacune des cellules de l'embryon. Alors comment ça se traduit? En tout cas, c'est très bien illustré chez le chat calico, qui est une chatte par définition. Vous avez ici un gène qui détermine la couleur du pelage et qui existe sous 2 formes, alléliques, orange ou noir. Eh bien, au tout début de la vie embryonnaire, les 2X sont actifs, donc on pourrait faire aussi bien du pelage noir que du pelage orange, mais très vite, donc comme je vous l'ai dit, au cours de la vie embryonnaire, l'un des 2X, dans chaque cellule, va s'éteindre, et de manière stable. Donc, dans certaines cellules, c'est le X qui porte l'allèle noir qui va s'éteindre, dans d'autres cellules, c'est le X qui porte l'allèle orange qui va s'éteindre. Et ensuite, par division clonale, c'est-à-dire qu'on va maintenir cette décision, cette instruction initiale, toutes les cellules filles vont porter le même X inactif. Et donc, on va avoir des expansions clonales qui vont faire que l'on va avoir des plages de cellules oranges associées à des plages de cellules noires. Et c'est ce qui fait ce mosaïcisme que vous voyez à ce niveau-là. Si cet état n'était pas transmis à chaque génération, on aurait des pelages qui seraient orange-noir mais poil à poil, et donc un pelage qui serait agouti, je crois que c'est le mot qui convient, et pas du tout ces plages identifiées d'un côté noir, d'un côté orange, qui sont la résultante même de ce processus de transmission de l'information épigénétique. Et bien sûr, dans la lignée germinale,
on remet tout à zéro pour repartir à la génération suivante avec 2X potentiellement actifs. Alors chez les plantes, on a aussi des exemples très très intéressants d'hérédité chromatinienne, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, au cours du développement. C'est en l'occurrence la vernélisation, qui est ce besoin qu'ont certaines variétés, par exemple de blé, d'être semées absolument en automne pour qu'ils fleurissent au printemps suivant et donc qu'on puisse avoir une récolte de blé à l'été suivant. Donc on a des blés d'automne, ou des blés d'hiver, pardon, et des blés de printemps. Et qu'est-ce qui distingue un blé d'hiver d'un blé de printemps? Donc c'est ce fameux besoin de passer l'hiver au frais. Donc on va semer à l'automne, le blé va germer, va rester sous la forme de gazon pendant tout l'hiver, et grâce au traitement par le froid, on va induire la floraison plus tard. Alors, on ne connaît pas le mécanisme moléculaire chez le blé. En revanche, on peut reproduire le même processus chez Arabidopsis, qui est la drosophile du monde végétal. Et chez cette plante, donc, on a aussi des variétés, des souches, qui sont sensibles à ce besoin en froid pendant l'hiver. Et alors, quand on a décortiqué ce mécanisme d'un point de vue génétique comme moléculaire, on s'est aperçu que la chromatine est au centre même de cette mémoire du froid. Et c'est illustré de manière très simple ici. Il y a un gène qui est impliqué, en fait, qui s'appelle FLC. On n'a pas besoin de savoir de quoi il s'agit précisément. FLC est un répresseur central de la floraison. Donc, dès qu'on fait germer une graine, on la fait germer, eh bien, FLC est actif pour, évidemment, empêcher, au stade juvénile, la plante de fleurir. Pendant le passage au froid, par des mécanismes qui sont tout à fait mystérieux encore, la chromatine se compacte au niveau du locus FLC, et ce locus exclusivement. Cette compaction va conduire à une extinction de l'expression génique au niveau du locus FLC et pas ailleurs. Et donc là, à partir de maintenant, effectivement, FLC n'est plus exprimé et on pourrait fleurir. Mais on est en hiver, il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de lumière pour qu'on puisse fleurir. Donc il faut garder cette mémoire, cette notion de mémoire au travers des divisions cellulaires. Et quand le printemps arrive, on ne va pas fleurir immédiatement non plus, il va falloir une certaine augmentation, croissance végétative, mais néanmoins, le locus reste éteint. Et cette extinction du locus se fait par un ensemble de protéines qui viennent s'asseoir sur la chromatine et la maintenir dans un état réprimé pendant 10, 20, 30 divisions somatiques jusqu'à ce qu'on atteigne le stade végétatif adulte qui soit inductible pour la floraison. Et c'est comme ça que l'on obtient des plantes qui, effectivement, ont absolument un besoin critique de passer 3 voire 6 semaines au froid afin de fleurir ensuite. Si jamais vous cassez ces fameux gènes qui sont là pour réprimer cette chromatine, eh bien, vous n'obtiendrez jamais de floraison parce que le gène FLC est réactivé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on mesure le temps passé au froid. 3 semaines contre 6 semaines. Il y a donc une mémoire, non seulement qu'on était au froid, mais on a mesuré le temps passé au froid, et cette mesure se traduit par une compaction plus grande de la chromatine après 6 semaines qu'après 3 semaines, et le maintien de cette compaction supplémentaire. Donc vous voyez ici qu'on a un espace des possibles au niveau même de la chromatine, des chromosomes, que ne serait pas entendre ou supposer la séquence de l'ADN. Donc c'est bien sûr au-delà de la séquence de l'ADN que cette flexibilité s'inscrit, et néanmoins on a de la transmission. Maintenant, je voudrais passer à autre chose, ce qui fait en fait le cœur de mon propos aujourd'hui, c'est le passage de certains états chromatiniens au travers des générations sexuées. Là, ça devient plus compliqué parce qu'on rentre dans le domaine de la génétique, de la transmission des caractères. Et là, j'ai 2 exemples. Le premier qui a été mentionné ce matin, qui est pélorique, donc ce monstre décrit initialement par Carl von Linnaeus ou son étudiant. Alors en fait, on sait maintenant que pélorique, effectivement, n'est pas une mutation de la séquence de l'ADN, mais bien une épimutation, c'est le nom que l'on donne à ce type d'événement, une altération stable transmise au travers des méioses d'un état hyperméthylé du locus qui se traduit par une extinction de l'expression génique. Donc cette hyperméthylation, extinction génique, sont transmises comme n'importe quel autre caractère mendélien, sans qu'on ait besoin de changer la séquence des nucléotides entre cet allèle et celui-ci. Donc on a la même séquence d'ADN et on a pourtant 2 états chromatiniens distincts, transmissibles au travers des générations. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que pélorique, c'est un vrai monstre, c'est-à-dire que c'est très très peu fertile, et que ce pélorique qui a été caractérisé moléculairement n'a rien à voir avec le pélorique de Linné qui bien sûr a été perdu entre-temps. On a des exemples plus contemporains chez la tomate où la même histoire se reproduit. Ce qui est intéressant ici, donc vous avez une tomate qui ne mûrit pas, et c'est la même chose, c'est une hyperméthylation du locus associée à une extinction stable et transmissible au travers des générations de l'état inactivé. Dans ces 2 situations, je ne vais les pas montrer ici pour ne pas compliquer le propos, mais sachez qu'on peut observer sur des plantes qui sont appelées péloriques ou des plantes CNR pour colorless non-ripening,
des plantes de tomates qui ne mûrissent pas et qui sont sans couleur, on peut observer des secteurs révertants, c'est-à-dire des stries de coloration ou, pour pélorique, des branches avec des plantes qui sont entre péloriques et sauvages. Et ça, c'est une propriété intrinsèque des altérations d'ordre épigénétique, des épimutations. C'est que comme on n'a pas changé la séquence de l'ADN, on a une souplesse, on a une possibilité de réversion qui est bien plus importante que ce que donne la séquence de l'ADN elle-même. Et ça, c'est important à considérer maintenant quand on prend en compte ce qu'on appelle les traits complexes qui caractérisent la plupart des organismes multicellulaires, comme par exemple la hauteur des individus ou la susceptibilité aux maladies chez l'homme. Alors là, je vous montre juste une illustration qui était très frappante, qui est apparue dans Nature l'année dernière, qui fait le point sur une frustration terrible que les généticiens humains vivent actuellement, qui est le fait que si on prend en compte la variation nucléotidique, qu'on est capable maintenant d'aller exploiter ou d'aller sonder avec une grande profondeur grâce à des technologies de séquençage très très puissants, et qu'on prend ces collections et qu'on cherche maintenant à les associer, ces variations de nucléotides à différents points du génome, avec des variations héritables de certains caractères, comme par exemple la hauteur des individus. Nous sommes à 80%, nous arrêtons notre taille de nos parents. 80% de la variation en taille entre individus est d'origine génétique. Donc c'est sans doute peut-être le trait humain le plus héritable qui soit, très complexe j'entends, bien sûr, après il y a la couleur des yeux, etc. Eh bien quand on prend maintenant en compte les millions de nucléotides variants qui ont été catalogués à l'échelle du génome sur des dizaines de milliers d'individus et qu'on cherche à associer ce que l'on sait être génétique, la variation de la taille des individus, avec ces variations nucléotidiques, on n'explique que 5% de cette variation. 5%. Il y a un problème, il manque 75% à expliquer. Je ne dis pas que ces 75%, c'est l'épigénétique, mais c'est l'une des hypothèses ou l'une des composantes à prendre en compte maintenant, effectivement, cette possibilité que des états chromatiniens puissent être transmis au travers des générations de manière stable et avec un impact sur le phénotype, comme on l'a vu pour pélorique et pour CNR. Donc les questions auxquelles on aimerait bien pouvoir répondre, dès lors qu'on prend en compte la possibilité d'une variation d'ordre épigénétique héritable, qui contribuerait du coup à la variation génétique. Je prends le sens génétique ici dans son sens premier. On ne savait pas qu'on avait la molécule d'ADN qui était comme support de l'évolution. On ne savait pas comment se répliquer l'ADN. Donc la génétique, c'est uniquement l'étude de la transmission des caractères et leur héritabilité. Donc la question les questions auxquelles on aimerait bien pouvoir répondre, c'est finalement dans un génome, lorsqu'on a fait sa séquence, est-ce qu'on est capable de prédire quel gène sera épimutable, c'est-à-dire pouvoir changer d'état de méthylation, par exemple, d'état chromatinien. Est-ce que tous les gènes sont épimutables ou pas? Quels sont les mécanismes qui génèrent cette variation? Pour pélorique comme pour CNR, on n'a absolument aucune idée de ce qui a été à l'origine de cette hyperméthylation du locus. Est-ce que ces épimutations sont stables? Je vous ai déjà dit, en fait, que ce n'était pas le cas. On pouvait observer dans certaines situations des réversions d'ordre au moins somatique. Et donc la question, c'est quel est le degré de cette respiration épigénétique? On soupçonne que l'environnement joue un rôle essentiel dans l'apparition, comme peut-être dans la déstabilisation des états épigénétiques. On aimerait bien pouvoir aussi explorer ça. On l'a fait dans le cas de la vernisation, mais là, c'est un processus de développement qui est tout à fait stabilisé. Donc, dans les épimutations, est-ce que l'environnement joue un rôle dans leur apparition comme dans leur disparition? Et finalement, quand on a pris en compte toutes ces questions, est-ce qu'il est vraiment pertinent d'inclure la variation d'ordre épigénétique dans un modèle qui cherche à rendre compte de l'hérédité des caractères, au-delà donc de la séquence de l'ADN. Alors ce n'est pas simple à faire, et ici, de manière extrêmement schématique, une illustration de la complexité du propos. Quand on cherche à connaître la composante génétique d'un caractère dont on sait qu'il est héritable, comme la hauteur des individus, ce que l'on fait, c'est qu'on part de populations parentales, et puis après, on a ce qu'on appelle une population de cartographie, dans laquelle on va chercher justement à associer en différents points du génome la variation soit nucléotidique, soit chromatinienne, indiquée par des triangles ici, avec la variation phénotypique. Ici, j'ai illustré 3 locus qui pourraient ou non contribuer à cette variation phénotypique dans notre population descendante.
Et ce que l'on voit, c'est qu'au locus L1, on a à la fois la variation nucléotidique, gris foncé contre gris clair, et la variation chromatinienne, triangle vert contre triangle rouge. La même chose au locus 2, et au locus 3, on n'a qu'une variation d'ordre chromatinien. On a la même séquence d'ADN, mais on a deux chromatines différentes. Qu'est-ce que l'on voit à l'issue lorsque l'on analyse maintenant la population de cartographie? Eh bien, c'est qu'au locus L1, on a une très très belle association entre la séquence de l'ADN ou la chromatine et le phénotype foncé. À l'inverse, ici, on a cette association avec le phénotype clair. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de dire si c'est la séquence de l'ADN ou la chromatine qui est responsable de ce phénotype, de cette variation de phénotype, d'accord ? Puisque les deux s'égrègent de manière complètement liée. Au locus F2, c'est plus simple. Au locus L2, pardon, c'est plus simple. On a perdu finalement cet état chromatinien qui était présent dans le parent 1. On l'a perdu. Tout le monde est rouge ici, en chromatine. Donc au moins on sait qu'au locus L2, la chromatine n'est pas stable et sans doute n'est pas responsable de la contribution de la variation phénotypique héritable que l'on observe dans notre population ici. Au locus 3, c'est intéressant parce que effectivement, on a la même séquence d'ADN partout et on a de la chromatine qui s'égrège apparemment. On a plus d'individus avec une chromatine de couleur verte associée à ce type de phénotype qu'une chromatine de couleur rouge qui, elle, est plutôt associée à ce phénotype. Donc là, peut-être, éventuellement, on a un candidat pour une composante chromatinienne non ADN de notre hérédité du caractère. Alors, je ne sais pas combien de temps il va me rester, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. C'est quoi le temps? 10 minutes? 10 minutes. Alors, je vais vous illustrer une approche qu'on a développée au laboratoire pour justement essayer de s'affranchir de cette grande complexité que représente la coexistence inéluctable de la variation nucléotidique et de la variation chromatinienne. En fait, on est parti de mutants. Alors, on a la chance chez les plantes d'avoir tout un ensemble d'outils génétiques qui sont beaucoup plus faciles finalement à exploiter que chez les mammifères, pour des raisons qui restent là encore en partie un peu ignorées. On a une collection de mutants qui altèrent profondément les profils chromatiniens du génome, et en particulier qui effacent en grande partie la méthylation, cette fameuse modification qu'on peut rajouter sur certaines cytosines de l'ADN. Et ces mutants sont viables et fertiles. On peut faire de la génétique avec eux. Et donc notre point de départ, c'était de prendre l'un de ces mutants, je ne veux pas rentrer dans le détail moléculaire ici, pour aller poser la question, est-ce que finalement cette variation d'ordre chromatinien, qui n'est pas sous-tendue par des variations nucléotidiques, peut effectivement être suffisamment stable pour avoir une implication dans la variation phénotypique héritable. Et le schéma expérimental est extrêmement simple. Pour ceux qui ont fait un peu d'amélioration des plantes, ça paraîtra évident. On part de deux souches rigoureusement identiques en termes de génome, mais à une mutation près, cette fameuse mutation qui va altérer profondément les états chromatiniens sur l'échelle complète du génome. D'accord ? On fait à partir de ces deux parents un individu F1 que l'on va croiser en retour contre le parent sauvage afin de pouvoir récolter à cette génération-là des individus qui sont tous maintenant sauvages en termes de génotype. C'est-à-dire qu'ils sont tous sauvages dans leur ADN, donc il n'y a plus aucune différence pour ces individus dans leur ADN. En revanche, si bien sûr les altérations d'ordre chromatinien qui ont été introduites sont héritables, sont transmissibles au travers des méioses, alors on doit les retrouver ici. Et à partir de là, on fait un schéma classique de construction de ce qu'on appelle des lignées recombinantes inbred, ou en français, je ne sais jamais le dire, donc je ne le dirai pas, à partir desquelles on est capable de fixer en tout point du génome un état épigénétique ou son état alternatif. Et bien sûr, quand on arrive à ce niveau-là, on a donc 8 générations dans un fond complètement sauvage pour ce locus responsable de la méthylation. On peut poser la question de la stabilité des états hypométhylés qui avaient été introduits initialement, et l'impact éventuel de la ségrégation de ces états sur les phénotypes. Alors, la première partie, c'était est-ce que finalement, dans une telle population, où les génomes des individus sont tous a priori identiques, on a de la variation phénotypique? Premier point. La réponse est oui. On a de la variation phénotypique et on peut mesurer ça de différentes manières quand on fait de la génétique quantitative. Alors on s'intéresse à des très complexes, je ne suis pas rentré dans le détail, mais pour des raisons que je pourrais développer peut-être un peu lors des questions, il semble bien que ce soit au niveau des traits complexes, comme la hauteur des individus, que l'on doive trouver éventuellement une contribution de l'hérédité ou de l'héritabilité chromatinienne.
Donc on a regardé deux traits quantitatifs, que sont le temps à la floraison ou la hauteur des individus. Et ce que l'on voit, c'est que bien entendu, comme pour n'importe quel trait complexe, par définition un trait complexe, c'est un trait qui est à la fois déterminé par la génétique et par l'environnement. On a, même pour une lignée pure, comme la lignée sauvage parentale ou la lignée mutante parentale, on a une distribution normale des phénotypes. Et ce qui est intéressant à regarder dans les lignées recombinantes, c'est qu'on a une extension de cette variation phénotypique. Et cette extension de la variation phénotypique est la signature de quelque chose qui s'est passé. On a réassorti à chaque locus nos différents états épigénétiques, et donc, par définition, ils ont dû être transmis aux filles pour qu'on les voit 8 générations après l'initiation de notre schéma expérimental. Donc là, on a ce qu'on appelle une augmentation de la variance phénotypique qui est la résultante du mosaïcisme que l'on a généré au niveau épigénétique. Donc c'est la première indication que oui, il s'est passé quelque chose dans nos populations, on a créé de la variation phénotypique héritable. On peut le mesurer, et notre surprise, on a trouvé des taux d'héritabilité, ce sont des calculs tout à fait classiques en génétique quantitative, de l'ordre de 30%. Alors que, je vous rappelle, nos génomes sont identiques au départ, a priori. Donc là, on a généré de la variation héritable qui est médiée, qui est transmise, ou qui est portée par la chromatine, indépendamment, a priori, d'instructions données sous la forme de variations nucléotidiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux traits qu'on en a mesurés ne sont pas corrélés. Donc on n'a pas affaire à un syndrome des plantes qui maintenant sont très très mal parce qu'elles ont un épigénome, c'est le nom que l'on donne à ces états chromatiniens, qui serait tellement altéré qu'on a tout un ensemble de traits affectés par cet état. Non, ce sont bien a priori des locus différents, un ensemble qui reste à déterminer de locus différents, qui détermine la variation pour le temps de la floraison et la variation pour la hauteur des individus. Alors, ça devient un peu compliqué. On était allé regarder ce qui se passait au niveau de la méthylation. Un moyen très simple de le faire, c'est noir, c'est méthylé, blanc, c'est pas méthylé. Donc, vous voyez qu'on a sondé comme ça plusieurs séquences, plusieurs locus le long du génome, qui étaient soit méthylés chez le parent sauvage et hypométhylés chez le mutant, soit jamais méthylés chez les deux parents. Et ce que l'on voit, c'est qu'à plusieurs positions dans le génome, à plusieurs locus, on a une ségrégation mendélienne prédite si, effectivement, nos états d'hypométhylation sont bien transmis tels qu'ils étaient dans le parent initial. Donc on est capable de transmettre pendant 8 générations, sans aucune sélection, sur une population, on peut transmettre, avec les règles de Mendel, des états chromatiniens, sans qu'on ait besoin de les instruire spécifiquement par des états nucléotidiques distincts. Ce n'est pas vrai pour tous les locus, on a d'autres locus qui, à l'inverse, sont très instables, puisqu'on récupère immédiatement la méthylation de l'état sauvage. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a vu que cette reméthylation qu'on pouvait observer à certains locus et pas à d'autres, donc on a tout un ensemble de locus qui perdent leur méthylation de manière très très forte et de façon très stable sur 5, 6, 8 générations, d'autres qui regagnent leur méthylation, eh bien cette réacquisition de la méthylation est progressive au cours des générations sexuées. Donc là, il y a une dimension qui est tout à fait intéressante à considérer. Quand on a une mutation, on va de A vers T par exemple. On peut éventuellement réverser. D'accord ? Mais c'est un événement binaire. On est allé de A vers T, puis on va de T vers A. Ça se fait en une fois, si on le fait, et c'est rare. D'accord ? Ici, au niveau de certaines séquences donc, qui se reméthylent fortement, ça se fait, mais ça se fait de manière progressive sur 5 générations sexuées, par des mécanismes moléculaires très très complexes qu'on est en train d'essayer de décortiquer. Mais ça vous montre là au nouveau une respiration qui n'a rien à voir avec ce que l'on entend par variation nucléotidique. On est dans quelque chose de très différent. Alors, à partir de ces résultats, on est maintenant en position de faire ce que font tous les améliorateurs de plantes, c'est-à-dire d'aller cartographier les états chromatiniens le long du génome dans notre population pour voir si ces états alternés co-ségrègent avec notre phénotype. C'est-à-dire qu'on peut prendre des lignées à floraison précoce, des lignées à floraison tardive, et voir si, à un certain point du génome, l'épigénome, l'état chromatinien, effectivement, co-ségrège avec l'un ou l'autre des phénotypes, des variations phénotypiques. Et dès lors qu'on a prouvé cette association, alors on a identifié un locus qui détermine un trait quantitatif. Alors on est dans ce travail, je n'ai pas de réponse malheureusement à vous donner aujourd'hui, mais on a initié cette cartographie des états chromatiniens le long du génome, donc sur des génomes qui sont a priori tous identiques les uns aux autres. On cherche à trouver des déterminants génétiques au-delà de la séquence de l'ADN sous la forme de ces
de ces états alternatifs de méthylation de l'ADN. Alors peut-être pour finir sur une note plus générale, ici j'ai essayé de résumer parce que alors évidemment dès qu'on parle, je ne l'ai pas dit, hein, il y a un mot tabou, c'est le lamarckisme. Dès qu'on parle d'épigénétique, on associe le mot de Lamarck. Alors je ne sais pas pourquoi, en tout cas ce que je voulais ici illustrer, c'était ce que les gens, surtout donc en France, comme ça a été très bien dit ce matin, imaginaient pouvoir trouver lorsqu'ils cherchaient à valider les théories de Lamarck. C'est-à-dire finalement un génotype parental A, sous le jeu de l'environnement, on va aboutir à un génotype B. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui va dicter qu'on a besoin d'avoir ce génotype B qui est beaucoup plus adapté que le génotype A. Alors on sait que ça c'est totalement faux, et dans la synthèse néo-darwinienne, ce que l'on a à la place, c'est bien sûr une variation qui existe dans la population initiale, variation d'ordre génétique, et qui ensuite va faire que sous le filtre de la sélection, lié donc aux différences de fitness dans le nouvel environnement, eh bien c'est le génotype B qui va prédominer, jusqu'à être éventuellement fixé. Dans un paradigme néo-darwinien qu'on pourrait appeler révisé, on a pris en compte le fait que l'environnement finalement n'était pas si neutre que ça, c'est-à-dire que l'environnement lui aussi impose des contraintes quant à la variation nucléotidique. Comment on le sait? Eh bien, c'est que quand c'est des travaux qui ont été essentiellement faits dans les années 80, vous soumettez des bactéries à des conditions extrêmement stressantes, elles se mettent à muter à des taux 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus élevés que ce qu'elles font d'habitude. Et donc, elles vont générer de nouveaux génotypes qui n'existaient pas initialement. Donc, l'environnement va augmenter la variation génétique. Il ne le fait pas de manière dirigée, donc là, on n'est pas dans quelque chose qui est adaptatif, mais il va se trouver que parfois, on va générer un génotype qui, effectivement, est adaptatif pour les nouvelles conditions, et du coup, on va avoir la survie de l'espèce. Maintenant, ce que je voulais peut-être illustrer, c'est ce que peut apporter la dimension épigénétique dans cette affaire. On a un seul génotype, je ne l'ai pas indiqué du coup, mais on a deux épigénotypes possibles, et peut-être plus, et on peut tout à fait imaginer que l'environnement va faire glisser d'un épigénotype A, méthylé par exemple, à un épigénotype A', hypo ou pas méthylé du tout. Et donc, on ne change pas la séquence du nucléotide, et vous ne l'avez peut-être pas noté, mais les flèches sont de plus en plus épaisses ici. L'idée derrière, c'est que l'environnement peut induire, comme on l'a vu dans le cadre de la vernalisation, où là ça se fait à 100% avec donc une pénétrance absolue, l'environnement peut induire des changements chromatiniens avec des fréquences beaucoup plus importantes que les changements qu'on va pouvoir avoir au niveau des nucléotides. Même si on augmente de 1000 fois le taux de mutation chez les bactéries, on reste à 10 puissance moins 5. On peut imaginer des conditions dans lesquelles l'environnement va changer un état chromatinien, un autre état chromatinien, avec des fréquences de l'ordre de 10 puissance moins 2 ou 10 puissance moins 1. Et là, c'est toute la génétique des populations qu'il faut réviser, parce qu'on n'est plus dans cette situation où on a un allèle rare, avantageux, qui est apparu dans la population et qui a très très peu de chances, comme ça a été dit ce matin, d'être fixé. Ici, si d'un coup on en apporte 100 épiallèles, qui seraient éventuellement avantageux, je ne dis pas qu'il y a de directionnalité non plus ici, mais si on en apporte 100 dans une population, eh bien, la probabilité de fixation, bien sûr, sera augmentée d'autant. Juste pour finir, j'ai découvert hier soir, en finissant de préparer cet exposé, qu'on se rapproche effectivement d'une situation dans laquelle on va pouvoir décrire, parce que maintenant les gens sont attentifs à ces questions-là, des acquisitions de phénotypes liés à l'environnement dans des lignées pures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation génétique, et qui sont ensuite transmissibles à leur descendance. Alors là, on est presque dans le lamarckisme. L'expérience est très simple. Vous prenez une lignée pure, vous mettez une centaine d'individus, vous dérivez des lignées que vous allez faire pousser au froid, d'autres pousser au chaud et d'autres à température normale. Une première génération, vous faites une F1. La F2, vous les faites pousser tous de manière normale. Ce qui se passe, c'est qu'en F1, à 30 degrés, Arabidopsis n'aime pas ça, il y a une très forte mortalité. Donc on a une fitness qui est très très mauvaise. Mais vous récupérez quand même des individus que vous faites pousser en génération F2, et là ils vont très bien, tout le monde se reproduit comme il faut. Et en génération F3, vous retestez la fitness des individus dans les différentes conditions. Et vous voyez que les individus qui ont subi en F1 un traitement thermique, en F3, donc 2 générations après le traitement, maintenant ont une fitness
bien plus élevées que ce qu'on avait initialement, c'est-à-dire qu'elles sont capables de mieux résister ce fameux traitement par la température. Donc on a acquis un état de résistance à la chaleur par le traitement et qui se transmet 2 générations plus tard. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de données moléculaires, et c'est quand même très encourageant de voir ce type d'observation rapportée. Pour finir, vous savez tous que la science est une œuvre collective, donc il y a plusieurs personnes qui méritent d'être remerciées ici, en particulier par rapport à ce que j'ai décrit, des collaborations avec des généticiens quantitatifs, Frédéric Hospital en particulier et Franck Johannes. Merci.